Et notre invité ce matin est Yannick Jadot, député européen, Europe Écologie Les Verts. Jean-Michel Apathy. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. C'était un des engagements majeurs de François Hollande durant sa campagne présidentielle 2012 et il l'exposait notamment face à Nicolas Sarkozy lors du fameux débat de l'entre-deux tours. C'était le 2 mai 2012. On écoute François Hollande. J'ai donc considéré que nous devions avoir un objectif de long terme. 50% de production d'électricité de sources nucléaires à l'horizon 2025. Engagement répété par Ségolène Royal, qui était devenue ministre de l'Environnement. Nous sommes en juin 2014. L'objectif, il a été fixé, je l'ai rappelé tout à l'heure, de passer de 75 à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité. Et Nicolas Hulot, nouveau ministre de l'Environnement, y croyait lui aussi, c'était au mois de juin. À partir du moment où déjà on a confirmé qu'effectivement la part du nucléaire sera dans la production d'électricité de 50%, chacun peut comprendre que pour tenir cet objectif, on va fermer un certain nombre de réacteurs. Vous avez bien entendu, ils y croyaient tous. Et puis hier, patatras. Oui, il sera difficile de tenir ce calendrier 2025, sauf à relancer la production d'électricité à base d'énergie fossile. Si l'on veut maintenir la date de 2025 pour ramener dans le mix énergétique le nucléaire à 50%, ça se fera au détriment de nos objectifs climatiques. Bon, on a fait ce montage parce que c'est quand même assez désolant de constater que la parole politique, finalement, on ne peut jamais y croire. Voilà, c'est pris, dit, répété, les engagements sont pris, les yeux dans les yeux, et puis finalement, on aboutit à ce que Nicolas Hulot a fait hier. Sur le fond, est-ce qu'il a quand même un peu raison, Nicolas Hulot? Si on ferme les centrales nucléaires, on continuera à produire de l'électricité avec des centrales à charbon, notamment, et donc, on ne luttera évidemment pas contre la pollution. Non. Non. Même sur le fond, il a tort. Non, il a tort sur le fond. Vous savez, vous auriez pu rajouter Emmanuel Macron, qui s'était aussi engagé à cet objectif de 50%. Il sort de où cet objectif? Il est dans la loi aujourd'hui. Il y a une loi de transition énergétique qui a été votée il y a 2 ans. Oui. Elle a fait suite à un débat public. Il y a eu des centaines de débats sur tous les territoires. Il y a eu un grand débat organisé sous la présidence de Ségolène Royal, avec les industriels, y compris les industriels de l'électricité et de l'énergie, avec les familles, avec les consommateurs, avec les collectivités locales, avec les associations, les syndicats, l'État. Et le grand compromis, un compromis de mois de débat et d'expertise avec des scénarios extrêmement robustes, extrêmement solides. Ça a été cette loi de transition énergétique qui inscrit dans le temps un changement enfin en France. La France est le pays le plus en retard sur ses objectifs en matière d'énergie. Mais est-ce que c'est grave de reculer de 10 ans les échéances? Parce que Nicolas Hulot dit aujourd'hui c'est dramatique. C'est dramatique parce que ça fait... Vous savez, vous connaissez la formule de Lineker sur le football. C'est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Et bien là, tous les débats sur l'énergie en France disent toujours il faut économiser l'énergie, il faut faire des énergies renouvelables, mais dans la réalité, c'est toujours le nucléaire qui gagne. Ce qui est dramatique dans ça, c'est qu'en reportant l'échéance, toutes nos centrales vont dépasser 40 ans. Donc on va avoir des dizaines de milliards d'euros d'investissement dans le nucléaire. Ce sont des investissements qui n'iront pas vers les énergies renouvelables, qui coûtent aujourd'hui 2 fois moins cher, et vers les économies d'énergie dont les Français ont tellement besoin pour baisser leurs factures d'énergie. Et là, vous avez un ministre de l'écologie, qui reprend les arguments éculés de l'industrie nucléaire depuis des décennies. Si vous n'avez pas des centrales nucléaires, vous avez des centrales charbon. Mais c'est vrai. Qui lui-même... Mais c'est vrai. Mais c'est faux, c'est totalement faux. Aujourd'hui, 90% des nouvelles capacités électriques installées en Europe, ce sont des énergies renouvelables. Le monde est passé aux énergies renouvelables. Les investisseurs privés, les citoyens, les collectivités investissent sur les énergies renouvelables. Et nous sommes en train de prendre un retard. Oui, vous êtes d'accord pour dire que pour atteindre les 50%, il faut fermer au moins 20 réacteurs, hein, c'est à peu près ça? Ou une vingtaine, oui. On n'a pas réussi à fermer Fessenheim. Mais parce qu'il n'y a pas de courage politique. On va en fermer 20 d'ici à 7 ans. Il n'y a pas de courage politique dans ce pays vis-à-vis du nucléaire. Vous avez l'ADEME, agence publique, qui fait un scénario pour nous dire que la France peut être 100% nucléaire. Je l'ai dit, ce grand débat que nous avons eu en France sur la loi de transition énergétique, vous aviez des scénarios extrêmement solides qui disent qu'on peut faire ça. Et vous avez d'un seul coup un coup de pression du lobby nucléaire. Et Nicolas Hulot recule. Il reprend les arguments, encore une fois, éculés du lobby nucléaire. Et pourquoi il le fait ?
Pourquoi il le fait, j'en sais rien. Excusez-moi, c'est dans votre totalement phrase... incompréhensible. Non, ah oui, c'est ça. Pour moi, c'est totalement incompréhensible. On a, dans cette histoire-là, Macron fait un super coup. Il n'a pas été écolo dans sa campagne, il n'a jamais été écolo, son Premier ministre n'est pas écolo, son ministre de l'Agriculture, on n'en parle même pas. Il prend Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, c'est un symbole extraordinaire pour les Français. C'est le symbole de l'engagement écologique, c'est le symbole de notre conscience collective, c'est le symbole de la sincérité. Et vous avez, les mois passants, un ministre qui cède sur les perturbateurs endocriniens, sur le CETA, sur le glyphosate, maintenant sur la transition énergétique, qui n'avale plus des couleuvres, qui avale des boa constrictors, et qui, pire que ça aujourd'hui, et c'est là que c'est dramatique, pire que ça, aujourd'hui se fait le porte-voix des lobbies qui veulent nous faire renoncer sur la santé, sur le climat, sur la sortie du nucléaire et sur le développement de systèmes alternatifs. C'est très grave ce que vous dites. Qu'est-ce qui lui arrive à Nicolas Bien sûr que c'est une énorme faute politique ce qu'il vient de faire. C'est une énorme faute politique ce qu'il vient de faire. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, est-ce que c'est le syndrome de Stockholm? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que la promesse Hulot, qui était une formidable promesse, c'était de dire ce gouvernement et ce président ne sont pas écolos. Mais avec la présence de Nicolas Hulot, il va faire venir tout le monde sur la création d'emplois à l'échelle locale autour des énergies renouvelables, sur l'agriculture paysanne et la fin des pesticides. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. Vous avez Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Stéphane Travert, qui eux sont droits dans leurs bottes. Ils ne se sont jamais battus pour l'environnement, ils n'ont jamais porté les solutions écolo. Et vous avez Nicolas Hulot qui, de lui-même, vient annoncer les mauvaises nouvelles. C'est-à-dire qu'il n'est plus celui qui, courageusement, porte des solutions fortes de rupture, avec un président qui prétend porter la rupture. Ce n'est pas un ministre désavoué, courageux qui va porter la rupture. C'est un ministre qui va lui-même, sur vos plateaux, à la télé, annoncer « Eh bien écoutez, le lobby nucléaire m'a dit que ce n'était pas possible, donc ça n'est pas possible. Le lobby de l'agro-business et de la FNSEA me dit que le glyphosate, il faut le renouveler. Eh bien on va le renouveler. Et on me dit que le CETA, c'est pas si grave, et puis on verra. Eh bien on va accepter le CETA. » Et c'est ça qui s'aligne. Vous l'accusez clairement de céder au lobby. Pour que ce soit vraiment clair. Hein. Ah mais là, aujourd'hui, le renoncement sur la transition énergétique, c'est le coup de bluff de RTE, qui est le lobby. En plus, franchement, c'est drôle. RTE, aujourd'hui, est dirigé par François Brottes, ancien député socialiste, ultra-nucléocrate. C'est lui qui a écrit la loi de transition énergétique à l'Assemblée, et c'est lui qui la flingue aujourd'hui. Vous restez avec nous, 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Et cette autre réaction qui va dans le sens de ce que vous décriviez, Greenpeace dénonce sur France Info l'erreur extrêmement grave de Nicolas Hulot qui reporte donc à la baisse à 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Au mieux, ce sera à 2030. Le ministre se justifie. Il dit qu'il faudrait rouvrir des centrales à charbon polluantes. Argument de l'industrie nucléaire, les écologistes estiment qu'il se fait le porte-parole d'EDF. Jean-Jacques Hano, évadé fiscal malgré lui. C'est la ligne de défense de son avocat. Le réalisateur de L'Ours et du Nom de la Rose est visé à son tour par les Paradise Papers, accusé d'avoir caché au fisc pendant 20 ans une partie des recettes de ses films aux îles Caïmans. Des centaines de personnes sont attendues cet après-midi aux obsèques d'Alexia Daval, cette jeune femme de 29 ans tuée il y a 10 jours. Ses parents ont souhaité une cérémonie dans l'intimité. Les 550 places de la basilique de Grès risquent de ne pas suffire. Des haut-parleurs ont été installés à l'extérieur. 140 plus 140, ça fait 8 caractères et c'est le tweet du patron de Twitter la nuit dernière pour annoncer le doublement des messages. Une mini-révolution pour le réseau social et Donald Trump en a tout de suite profité depuis Séoul pour relayer son avertissement à Pyongyang de ne pas sous-estimer la détermination des États-Unis dans le dossier sur le nucléaire nord-coréen. Il risque toutefois de moins pouvoir tweeter en Chine où il est arrivé dans la matinée. France Info. Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts, il est invité de France Info. Jean-Michel Apathy. Alors Nicolas Hulot est évidemment conscient de son travail d'explication nécessaire. Il est ce matin sur BFM, il dit ceci. Beaucoup savaient à l'époque que cet objectif de 50% de nucléaire en 2025 dans la part de production d'électricité, beaucoup savaient à l'époque que cet objectif n'était pas atteignable, sauf dans une brutalité excessive. Oui, mais moi, je suis désolé, j'ai un ministre qui, encore une fois, devrait être l'avant-garde au sein. Il renonce. Oui. Il renonce. Pardonnez-moi. Syndrome de Stockholm. Depuis 10 ans, le prix du photovoltaïque a été divisé par 7
par 7. Il y a 5 ans, l'éolien offshore était 2 fois plus cher que le nucléaire. Aujourd'hui, il est 2 fois moins cher dans les appels d'offres qu'on a en mer du Nord. Vous avez une révolution qui crée des milliers d'emplois sur tous nos territoires. Il le sait, Nicolas Hulot. Et bien justement. Qu'est-ce qui lui arrive alors? Mais j'en sais rien ce qui lui arrive. Vous avez parlé de syndrome de Stockholm. Oui, je ne comprends pas qu'à un moment, un ministre, alors que, encore une fois, il devrait être celui qui, tous les matins, dit à quel point il faut avoir de l'ambition, à quel point cette rupture dans la transition énergétique, elle est nécessaire, elle est souhaitable. Ce n'est pas simplement le risque nucléaire, c'est EDF et Areva sont dans une situation de faillite, de quasi-faillite. 2016. 10 milliards d'argent public sur EDF et Areva. 10 milliards d'argent public qui n'ont pas été mis ailleurs dans le puits sans fond du nucléaire. Tous les matins, vous avez l'autorité de sûreté nucléaire qui nous dit « Attention, telle centrale dangereuse, on la ferme. Ils doivent être réparés, tout ça. » Et alors qu'on pourrait avoir des PME sur tous nos territoires, alors qu'on pourrait avoir des investissements massifs dans les économies d'énergie, vous avez un ministre qui, encore une fois, prend un coup de pression du lobby nucléaire et malheureusement renonce. Alors, Nicolas Hulot, toujours sur BFM, déclare « Il faut sortir des énergies carbone. Les centrales à charbon seront fermées en 2022 ». Oui, c'était déjà une promesse de François Hollande, souvenez-vous, au moment de la COP21, ça devait être fermé en 2017. Bon, donc là, moi j'entends Nicolas Hulot nous dire que la promesse de François Hollande de 2017 est reportée à 2022. Je l'ai aussi entendu dire, mais vous inquiétez pas, on fermera Fessenheim avant 2022. Enfin franchement, on se moque de qui dans cette affaire? Est-ce que Nicolas Hulot a trahi la cause de l'écologie hier? Moi, je prends acte que l'écologie n'est pas dans ce gouvernement. Et Nicolas le Hulot message, donc l'écologie n'y est plus. Je prends acte qu'il n'y a pas d'écologie dans ce gouvernement. Il a trahi sa cause. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux Françaises et aux Français, c'est qu'il y a une écologie qui se bat. Une écologie politique au Parlement européen sur le glyphosate, le CETA ou l'évasion fiscale, au Sénat, dans les villes pour réduire la pollution, améliorer la qualité de l'eau, pour favoriser une agriculture paysanne. Vous avez une écologie associative qui, encore une fois, est comme l'écologie politique, proche des citoyens, qui entend protéger leur santé, qui agit. Mais cette écologie-là, aujourd'hui, elle n'est plus au gouvernement. Nicolas Hulot n'est plus écologiste. Mais Nicolas Hulot, moi, mon problème, ce n'est pas la personne de Nicolas Hulot. Entendez-moi bien. Moi, c'est mon problème. Parce que, moi, c'est le symbole qu'il représente. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À partir du moment où il incarnait... Excusez-moi, il représentait quelque chose, il ne le représente plus. Ah bah aujourd'hui, quand vous avez un ministre qui renonce sur les perturbateurs endocriniens, le Parlement européen, dans sa majorité absolue, a rejeté le compromis foireux qui avait été passé avec le soutien de la France. Sur le CETA, sur le glyphosate, où on nous explique qu'on va avoir un renouvellement de l'autorisation, donc tout le bazar sur le glyphosate, on va l'avoir de nouveau dans 4, 5 ans. C'est un problème de santé majeur. 80% des Français veulent sortir du glyphosate et ce gouvernement nous explique que parce que la FNSEA lui a dit qu'il ne fallait pas le faire, on va renouveler ça. Moi, j'ai un gouvernement... Donc, vous aviez confiance dans Nicolas Hulot, vous n'avez plus confiance en Nicolas Hulot. Je dis que Nicolas Hulot, aujourd'hui... simple, hein. Vous n'avez plus confiance en lui ou vous avez encore confiance en lui? Ah ben moi, j'ai un problème avec Nicolas Hulot qui renonce sur tous les sujets majeurs, qui, au fond, nous explique, et c'est bien qu'il faut la rupture dans la transformation, mais nous explique que cette rupture qui avait été actée pour 2025, ça n'est plus possible, et qui nous annonce des ruptures pour 2040. Donc il vous a un peu trahi quand même. La question, je ne suis pas sur les enjeux de trahison. Je dis qu'aujourd'hui... Vous êtes en train de dire qu'il a capitulé sur tout. Vous êtes en train de dire qu'il a capitulé sur tout. Alors, donc c'est quand même... Non, mais c'est pas... Moi, je ne suis pas sur les enjeux... Vous avez mené beaucoup de combats avec lui. Ah, mais j'ai mené beaucoup de combats avec lui. Moi, je suis convaincu que vous étiez son ami. Vous l'êtes toujours. Si vous voulez, encore une fois, la personne de Nicolas Hulot, je suis convaincu. Mais à quoi ça sert qu'il reste au gouvernement? Il est numéro 3 du gouvernement, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Il est numéro 3 du gouvernement. Il est le ministre le plus populaire. Je suis convaincu que c'est une pièce indispensable dans le dispositif d'Emmanuel Macron. Expliquez-moi pourquoi il ne gagne pas un seul arbitrage. Je ne sais pas, il est otage de quelque chose? Je pense qu'il ne réussit pas à porter les combats qui sont les siens. Il ne réussit pas à se mettre en situation de rapport de force au sein de ce gouvernement. Et au fond, à la fin, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on recule sur tous les sujets essentiels. À quoi ça sert de rester? Mais moi, je ne vais pas appeler à la démission de Nicolas Hulot, puisque, en fait,
La démission, c'est quand vous avez porté un combat et que vous avez perdu au sein du gouvernement. Mais là, c'est pire. Mais non, mais le problème, là, il n'est pas désavoué. Là, c'est pire. Puisque c'est lui-même qui va annoncer les mauvaises nouvelles. C'est du renoncement. C'est même plus Emmanuel Macron qui a besoin de dire ma promesse de 50%, je ne l'applique pas. C'est même pas Édouard Philippe qui dit on a un objectif dans la loi. Enfin, je suis désolé, c'est pas un ministre qui peut dire je supprime la loi. À ce moment-là, Monsanto va dire mais écoutez, moi la loi sur les pesticides, Yannick Jadot, je la respecte pas. Si même lui il n'y arrive pas, qu'est-ce qui vous reste? Mais il reste l'écologie politique aujourd'hui, bon. Non, mais pardonnez-moi. On voit où elle est malheureusement. Nicolas Hulot, numéro 3 du gouvernement, vous dites vous-même qu'il capitule. Bon. Moi, je dis que l'écologie politique, et je veux dire... C'est pas seulement l'échec de Nicolas Hulot, c'est l'échec de l'écologie politique. Vous avez raison. Les dernières années n'ont pas été brillantes. Vous savez, moi, je suis arrivé en politique avec Europe Écologie. On avait rendu l'écologie, j'allais dire presque sexy pour l'opinion publique. En 2009, il y avait eu ce mouvement. On a foiré les années qui ont suivi. Mais vous avez partout des écologistes qui agissent. Je l'ai dit au Parlement européen. Il y a des écologistes qui sont proches des préoccupations des Françaises et des Français, qui ne veulent pas céder sur la santé. Vous venez de perdre un général, là, hein. Là, vous êtes une troupe, vous avez perdu le général, là. Hein. Eh bien, oui, on a aujourd'hui, au sein de ce gouvernement... C'est pas bon signe, quand même. Hein. Ben non, c'est pas bon signe. Je suis d'accord, je suis pas heureux de cette situation. Ça ferait pas avancer la cause qui démissionne et qui montre son désaccord, honnêtement. Ça s'est déjà vu plusieurs fois. Si vous voulez... Et vous ne croyez pas que pour votre cause, ça serait important de montrer ce désaccord aux Français? Mais je suis d'accord avec vous, au sens où, à partir du moment où j'ai dit il occupe une place, à mon avis, capitale dans le dispositif de Macron. Macron politiquement, tactiquement, ne peut pas se passer de Nicolas Hulot. Il est le ministre le plus populaire. Et 80% des Français ne veulent plus du glyphosate. C'est un cancérogène. Expliquez-moi pourquoi il ne gagne pas sur ce combat-là. Emmanuel Macron, nous, on ne peut rien vous expliquer. Hein. Nous, on a un peu de mal à comprendre pourquoi ce matin, vous ne dites pas qu'il a... Que ce serait mieux qu'il parte. Que ça serait mieux qu'il parte. Mais il fait ce qu'il veut. Moi, ce que je constate, c'est que Nicolas Hulot, au gouvernement, ne gagne pas les arbitrages qu'il devrait gagner pour la santé des Français, vous avez rompu avec pour l'emploi. Mais enfin, franchement, Nicolas Hulot est un ami. Mais moi, ça fait 30 ans que je me bats pour la santé. Ça fait 30 ans que je me bats pour qu'on sorte du nucléaire, qu'on crée des emplois dans les énergies renouvelables. Ce matin et ben, je ne me sens pas à l'aise du tout. À l'aise, c'est pas grave. Mais hier, enfin, honnêtement, hier, j'étais en négociation à Bruxelles pour intégrer le dumping social et environnemental dans la législation européenne. On m'alerte sur les déclarations de Nicolas Hulot. Je me suis pincé. Je me dis, c'est pas vrai, pas ça, pas lui, pas Nicolas Hulot qui sait très bien ce que signifie le report de cet objectif de réduction du nucléaire, comment ça va flinguer les filiales. Vous avez pris votre téléphone et vous l'avez appelé. Vous lui avez dit, mais non, j'étais en réunion à ce moment-là. Je suis désolé, je suis en négociation. Vous l'avez eu hier soir? Mais non, je ne l'ai pas eu hier soir. Bien. Mais si vous voulez, sa déclaration est claire. Donc à partir du moment où lui-même renonce sur des sujets essentiels, il fait ce qu'il veut personnellement. Bien. Mais je le dis, je prends acte que l'écologie n'est plus dans ce gouvernement, elle est en dehors de ce gouvernement, et je voudrais dire aux Françaises et aux Français qu'il y a plein d'écolos qui agissent pour eux, proches d'eux, pour leur santé, pour l'avenir de la planète, pour créer des emplois au niveau local, et qu'on continuera ce combat. Vous restez avec nous, 8h51, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Un trust aux îles Caïmans pour cacher une partie des recettes de ses films, comme 7 ans au Tibet ou bien Au nom de la rose. Le réalisateur Jean-Jacques Hano est rattrapé à son tour par les Paradise Papers. Le cinéaste est accusé d'avoir soustrait au fisc une partie de son patrimoine. Prévenu des révélations à venir, il s'est signalé mi-octobre à la cellule de régularisation de Bercy. 30 centimes de plus en moyenne sur chaque paquet de cigarettes, ce sera à partir de lundi prochain. C'est la conséquence de la hausse des taxes décidée par le gouvernement pour réduire la consommation de tabac. L'objectif, vous le savez, c'est un paquet à 10 € d'ici la fin 2020. Bill de Blasio est réélu maire de New York et il a immédiatement défié Donald Trump en promettant de défendre le système de santé et les immigrés. Le camp démocrate vainqueur aussi de 2 autres élections locales dans le New Jersey et en Virginie, et ce alors que le président américain fête sa première année à la Maison-Blanche aujourd'hui. Inauguration ce soir du Louvre d'Abu Dhabi. Le musée imaginé par l'architecte Jean Nouvel se veut universel et ouvert sur la difficulté des cultures. La France a prêté 300 œuvres, notamment un Léonard de Vinci et un autoportrait de Van Gogh. France Info. Yannick Jadot, député européen, Europe Écologie Les Verts, et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Je voudrais revenir sur l'une de vos formules, Yannick Jadot. Vous avez parlé de syndrome de Stockholm à propos de Nicolas Hulot. Donc ce sont des personnes prises en otage qui épousent la cause de leur ravisseur.
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement quand vous employez cette formule? Quand j'entends Nicolas Hulot reprendre ce que j'ai dit, les arguments éculés du lobby nucléaire, qui est de dire c'est pas des centrales nucléaires, c'est des centrales charbon, alors qu'aujourd'hui tout le monde investit dans les énergies renouvelables, je ne comprends pas pourquoi il reprend des arguments qui sont les arguments de nos adversaires. Alors quand on est sur le glyphosate... Attendez, excusez-moi, on va rester sur le nucléaire. Je vais essayer d'éclaircir votre propos. Parce que finalement, on tourne autour du pot, puis on ne dit pas les choses. Nicolas Hulot a une fondation... Je pense avoir dit pas mal de choses ce matin. Nicolas Hulot a une fondation qui est financée par beaucoup d'entreprises, notamment EDF. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? Non. Ah, donc il n'y a pas de Stockholm alors? Non, je parle du gouvernement. Oui. Oui, non, pardonnez-moi, le lobby nucléaire, il est extrêmement présent au sein du gouvernement. Il ne vous a pas échappé que c'est vous qui dites qu'il reprend les arguments éculés du lobby nucléaire. Du lobby nucléaire. Le lobby nucléaire, ce n'est pas le gouvernement, c'est EDF. Ah, le lobby nucléaire, il est aussi dans le gouvernement. Vous avez quand même un Premier ministre qui a travaillé chez Areva. Vous avez quand même un président de la République qui, contre le directeur financier d'EDF, les salariés, a soutenu le projet d'EPR à Hinkley Point en Grande-Bretagne, qui va être une catastrophe pour EDF. Vous avez Stéphane Travers... On a longtemps pointé, pour s'en étonner ou pour s'en moquer, le fait que la fondation de Nicolas Hulot était notamment financée par EDF. On l'a dit, et puis est-ce que là, il y a quelque chose, il y a un lien? Est-ce que non, moi je ne fais pas ce lien-là. Je ne fais pas ce lien-là. Je pense qu'il y a un problème, au fond, de construction d'un rapport de force politique. La promesse Hulot, c'était que Nicolas Hulot fasse venir le gouvernement sur un nouveau modèle de développement. Et je constate que Nicolas Hulot annonce lui-même les renoncements écologiques. Et je ne comprends pas ça. Je pense que, on a eu, y compris ces dernières années, pour parfois des choses très moyennes, parfois de très bonnes choses. On avait Ségolène Royal, quand elle avait envie de dire quelque chose et qu'elle n'était pas d'accord avec Manuel Valls, elle le disait. Elle défendait le point de vue écologique. Vous ne comprenez pas ça, Yannick Jadot? Non, je ne comprends pas ça. Et vous n'avez pas l'occasion d'en parler avec Nicolas Hulot? On s'est vu il y a encore une semaine avec Nicolas Hulot. On s'est vu c'était les 10 ans du Grenelle de l'environnement avec Jean-Louis Borloo, avec les responsables associatifs. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce Grenelle de l'environnement? C'était déjà de mettre tous les acteurs et au fond de lancer une dynamique de rupture dans la société. Malheureusement, le Grenelle n'a pas été mis en œuvre parce qu'on a été rattrapé par tous les lobbies. Et là, on a une loi de transition énergétique qui a été l'aboutissement d'un processus identique, des débats, tous les acteurs autour de la table, un compromis, 50% d'électricité nucléaire en 2025, c'est un compromis, c'est dans la loi. Et vous avez un ministre qui, comme ça, arrive en disant cette loi, cet objectif n'a plus vraiment de sens, on va le reporter de 5 ans, de 10 ans. Mais quelle est la crédibilité des objectifs qui ont été fixés à 2040 par Nicolas Hulot aujourd'hui? On peut se poser la question. Les 50%, ce n'était pas un compromis, puisque c'était déjà annoncé dans la campagne de 2012 par François Hollande. Donc, toutes les discussions ont abouti à reprendre une position exprimée avant. C'était pas un compromis. François Hollande n'était pas un anti-nucléaire, n'est pas un anti-nucléaire, qu'il avait autour de lui, déjà dans sa campagne en 2012, Bernard Cazeneuve, député maire de Charbourg, qui est un pro-nucléaire. Ça veut peut-être dire qu'on était dans une grande illusion, au fond, avec cette promesse de 50%, dans un grand mensonge. C'est ce qu'il dit d'ailleurs ce matin, Nicolas Hulot. On vous l'a dit tout à l'heure. Beaucoup savaient que cet objectif... Oui, on nous a raconté des histoires. Beaucoup savaient. Écoutez, quand cet engagement de campagne était porté par un candidat qui, franchement, voulait pas rompre avec le nucléaire, quand il a été validé par tous les scénarios qui ont été construits autour de la loi de transition énergétique... Pour faire de la politique. Pour avoir des voix. Pour avoir des voix. Non, quand vous avez... Non, excusez-moi, je ne parle pas de la promesse de Hollande en 2012. Quand autour de la loi de transition énergétique, vous avez tous les acteurs, les collectivités, les industriels de l'énergie, l'État, les associations, les consommateurs, les salariés, et que tout le monde se met d'accord sur ce scénario-là, parce qu'il est fondé, parce qu'il crée de l'emploi, parce qu'il crée de l'économie locale, parce qu'il nous sort du risque nucléaire, et que c'est pas simplement de la promesse, pardonnez-moi, c'est la loi issue d'un processus que les écologistes revendiquent en permanence. Le débat public, le compromis entre les acteurs. Et on ne peut pas, d'un seul coup, comme ça, autour d'une déclaration, casser tout ça. On conviendra ce matin, Yannick Jadot, que l'écologie n'a plus de leader en France? Ça, c'est votre interprétation. Il y a des écologistes partout qui se battent. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'écologistes. J'ai dit qu'il n'y a plus de leader. Il n'y a plus de
de personnes repérées dans la société française, selon vous, qui portent ce débat? Il faut probablement qu'il en émerge de nouvelles. Mais je veux redire ce message aux Françaises et aux Français qui nous écoutent. Il y a des écologistes partout, dans les collectivités, qui se battent pour vous, pour votre santé. Malheureusement, cette écologie-là n'est plus présente au gouvernement. 15 secondes, il reste ministre, il vient de le déclarer. J'ai découvert la complexité, dit-il. Oui, personne ne dit que c'est simple, la politique. Personne ne dit que c'est simple. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut aller au bout de ses convictions. Et il faut construire le rapport de force. Quand vous êtes le ministre le plus populaire, quand vous êtes indispensable à Emmanuel Macron, vous ne pouvez pas perdre sur tous ces sujets-là. Merci beaucoup, Yannick Jadot. Bonne journée à vous. Merci.